On arrive à l'ordre du jour principal de notre commission cet après-midi, l'examen du rapport de la mission d'information consacrée au mode de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques, avec comme rapporteur, et je les salue, Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste, Monsieur Philippe Boulot pour le groupe démocrate. Je rappelle que cette mission avait été créée le 18 septembre dernier et donc a travaillé sur un sujet complexe pendant plus de 6 mois avec la participation en tant que membre de collègues d'autres groupes politiques. Stéphane Mazard pour EPR, Nicolas Maisonnet pour le RN, Mathias Tavel pour LFI-NFP, Vincent Roland pour DR, Julie Lernos pour les écologistes, Xavier Albertini pour Horizon, André Chassaigne puis Julien Brugerolles pour GDR. Projet de rapport qui va vous être présenté tout de suite par Madame Battistel et Monsieur Boulot, que je remercie pour leur très important travail qui nous a été transmis hier et document très riche. Je ne m'attarderai pas dessus parce qu'évidemment, nous attendons avec impatience les résultats de ce travail très fourni. Simplement pour, juste une phrase là-dessus. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, l'hydroélectricité est un enjeu essentiel d'énergie en France, qu'il y a besoin de visibilité. J'espère bien, en tout cas, que votre mission servira aussi à construire, à solidifier un nouveau cadre juridique et légal qui me semble absolument nécessaire. Alors, avant la présentation de ce rapport, je vous rappelle aussi que juste après, nous enchaînons avec l'examen de la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, autrement nommée la loi du plomb. Voilà. Et donc, nous partirons pour l'examen pendant un certain nombre d'heures conséquents sur cette loi. Je vous propose comme tout de suite, je vous vois lever la main, Monsieur Potier, mais si ça vous va, alors sauf s'il y a urgence, je vous propose qu'on passe tout de suite la parole au rapporteur, mais voilà, on pourra échanger pour... voilà. Donc je vous cède la parole, Madame, Monsieur le rapporteur, pour une quinzaine de minutes, et ensuite nous passons bien évidemment, comme d'habitude, aux représentants des groupes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le co-rapporteur, cher Philippe Boulot. C'est avec évidemment grand plaisir que nous nous trouvons cet après-midi devant vous pour vous présenter les conclusions de notre mission d'information consacrée au mode de gestion et d'exploitation des installations hydroélectrique. Alors, j'ai un petit clin d'œil. Si nous parvenions à une solution l'année du centenaire de l'exposition internationale de la houille blanche, ce serait quand même un clin d'œil très prometteur pour l'hydroélectricité française. Je voudrais, en préambule, remercier, alors d'une part saluer, et je suis très heureuse qu'elle soit là, Delphine Batho, puisque c'est la première ministre qui s'est opposée à la mise en concurrence de manière très claire lors d'une audition ici présente lorsque je lui avais posé la question sur son avis sur cette mise en concurrence. Et c'est là qu'a été lancé le premier rapport que j'ai eu l'honneur de produire en 2013. Et donc, je suis ravie qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Je voulais aussi saluer l'ensemble de nos collègues qui nous ont accompagnés dans la mission. Les collègues Albertini, Tavel, Laernos, Mazard, Roland, Maisonnet et Julien Brugerolles qui nous rejoint. Ils rentrent à l'instant et qui ont suivi les travaux avec nous parce que, comme le disait Madame la Présidente, nous avons souhaité que cette mission soit la plus transpartisane possible pour permettre de trouver des solutions qui soient le plus consensuelles possible. Donc c'est 7 mois de travail transpartisan, je l'ai dit, avec l'engagement de toutes et tous. Alors, dans cette contrainte que chacun ici connaît, nous avions l'objectif d'étudier comment sortir de l'impasse dans laquelle se trouve depuis près de 20 ans la situation des ouvrages hydroélectriques français en raison de la demande de la Commission européenne de les soumettre à la concurrence lors de leur renouvellement. Donc une mise en concurrence que nous refusons depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à le refuser. Ce n'était pas le cas il y a 13 ans. Mais en tout cas, le travail de pédagogie des uns et des autres a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes
totalement unanime pour dire que la mise en concurrence des centrales hydroélectriques françaises n'est pas la solution, et en tout cas que la France ne choisira pas cette option. Donc, vous le savez, en France, nous avons deux systèmes de mode de gestion. Le premier, c'est le régime concessif, c'est celui qui va nous occuper aujourd'hui. Et le deuxième, c'est le régime d'autorisation qui concerne les installations d'une puissance inférieure à 4,5 MW. Tous ces gros ouvrages ont été construits après la Seconde Guerre mondiale et ont été octroyés pour une durée d'environ 75 ans, ce qui montre qu'aujourd'hui, on arrive finalement petit à petit à l'échéance d'un plus grand nombre. Et on décompte aujourd'hui 61 ouvrages à 2025 qui sont à concession échue, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent aujourd'hui en délai glissant et qu'il faudrait renouveler selon la Commission européenne. C'est pour ça qu'il y a urgence à trouver une solution solide qui nous permette la visibilité suffisante pour pouvoir investir. Et nous avons fort besoin d'investir dans l'hydroélectricité et notamment dans les steppes. Chacun ici connaît le rôle extrêmement important de l'hydroélectricité et notamment son rôle majeur dans l'équilibre de notre système électrique et notamment lorsque nous avons une progression de plus en plus importante du photovoltaïque et du solaire. Donc nous sommes devant deux précontentieux de la Commission européenne. Le premier qui a été lancé en 2015 par la DG Comp, c'est-à-dire la Direction générale de la concurrence, qui reproche à l'État français d'avoir maintenu au profit d'EDF, mais aussi de l'HM, puisque c'est le cas, le bénéfice de l'exploitation de l'essentiel de ces concessions hydroélectriques françaises et qui conforte la position dominante de EDF. Et en 2019, il y a un second contentieux qui a été ouvert à l'encontre de la France par la Direction générale du marché intérieur, que l'on désigne plutôt DG Gros, sur la constatation de la restriction de la liberté d'établissement, ainsi que sur la directive concession de 2014, dont on vous parlera plus longuement tout à l'heure, et c'est mon collègue Philippe Bolo qui en parlera. Donc ces deux procédures précontentieuses perdurent. Elles n'ont jamais été transformées en procédures contentieuses, mais en tout cas, elles sont sujettes à un blocage des investissements puisque lorsque les concessions sont en délai glissant, on ne peut pas faire d'investissement et dès lors qu'elles ne sont pas échues, on ne peut pas non plus opérer de gros investissements sous contrainte d'une mise en concurrence future. Donc nous avons étudié à cette mission des différentes solutions. Nous avons auditionné beaucoup d'acteurs, alors l'ensemble des opérateurs évidemment, mais aussi les syndicats, les concurrents de nos opérateurs historiques, les différents ministres concernés, les cabinets ministériels avec lesquels nous avons eu des échanges extrêmement fréquents, ainsi que les commissions européennes, la DG Gros, DG Comp et DG Énergie. Et je tiens évidemment à les remercier pour leur écoute et leur disponibilité. Donc ces travaux nous ont conduits à différentes solutions, dont la première, qui nous tient particulièrement à cœur, et vous verrez pourquoi, c'est celle parce qu'elle est nécessitée, en tout cas, on considère que c'est légitime de se poser cette question et de porter ce combat, parce qu'elle est liée aux différents enjeux extrêmement forts de l'hydroélectricité française. Et donc, c'est la solution qui fait suite au refus de la France de mettre en concurrence et qui demande l'exclusion de la directive concession. Et je vais tout de suite laisser la parole à mon collègue Philippe Bolo qui va vous expliquer tout cela et en tout cas la démarche que nous avons conduite. Merci, chers collègues. Oui, alors évidemment, je vais vous expliquer pourquoi cette piste mérite d'être explorée, mais auparavant, il nous semblait important de revenir sur quelques éléments clés
pour vous expliquer que l'hydroélectricité, c'est certes un moyen de production d'électrons, mais c'est aussi d'autres fonctions qui nécessitent d'y regarder de très près et de bien orienter la décision à prendre pour sortir des contentieux. Alors, je viens de vous le dire, l'hydroélectricité occupe une place centrale dans le système électrique français et qui est trop souvent oubliée, négligée de notre point de vue. L'électricité joue un rôle stratégique et structurant dans la production nationale, et deux façons de regarder le sujet permettent de s'en convaincre. Le premier, c'est de regarder la puissance installée. En 2024, c'était 26 gigawattheures d'hydroélectricité qui étaient installés en France, territoire national et outre-mer. Et vous voyez, en le comparant à la puissance du parc nucléaire qui est de 61 gigawattheures, on se rend compte que c'est quand même 43% de cette puissance, donc ce n'est pas un ensemble d'outils de production qui sont à négliger. Et en termes de production, évidemment, les chiffres vont traduire la même chose. 75 TWh produits en 2024, soit 14% de l'électricité nationale, et c'est la première énergie renouvelable, avec un tout petit peu plus de 50% de toutes les énergies renouvelables produites en France. Ça, c'est une première façon de regarder l'électricité. Il ne faut surtout pas se réduire à cette façon de la considérer, mais regarder plus largement les enjeux que l'hydroélectricité peut permettre de couvrir. Je vous l'ai dit, c'est un rôle essentiel pour le système électrique français. Tout simplement, ça paraît si évident, mais c'est jamais inutile de le rappeler, au travers de son caractère de stockage. L'hydroélectricité nous permet de stocker de l'énergie potentielle, et tout cela est loin d'être négligeable pour la gestion des pointes de consommation. Et cela nous renvoie évidemment au sujet des STEP, ces fameuses stations, vous savez, où on va aller prendre de l'eau lorsqu'on a une électricité abondante pour la remonter dans les réservoirs et la turbiner lorsque l'électricité va manquer. Eh bien ça nécessite notamment les investissements auxquels faisait référence ma collègue. Ensuite, il y a évidemment un enjeu de flexibilité pour le système électrique. Et surtout, nous sommes face à une énergie renouvelable qui est pilotable et prévisible, ce qui est complètement différent des autres énergies renouvelables. Et donc, sans l'hydroélectricité, il reste difficile d'intégrer sur le réseau les énergies renouvelables intermittentes. Ensuite, il y a un sujet qui est également très important à nos yeux, c'est celui de la gestion intégrée que permet les actifs hydroélectriques. L'optimisation des ouvrages, c'est un sujet qui n'est pas souvent évoqué, mais qui relève d'une importance majeure. C'est-à-dire que tous ces ouvrages sont parfois organisés dans une vallée, d'amont en aval. Et le fait de pouvoir les maîtriser de manière conjointe permet d'optimiser cette gestion amont-aval de tous les ouvrages présents. Et puis, c'est aussi la conciliation des différents usages de l'eau, que ce soit qu'ils soient quantitatifs, avec la gestion des crues ou des étiages, que ce soit la couverture aussi de nos obligations et des enjeux de biodiversité. Et puis, c'est tous ces usages de l'eau qui viennent se combiner et pour lesquels les stockages d'hydroélectricité dans les barrages permettent de répondre, et même ceux de la CNR d'ailleurs, au fil de l'eau, à des usages d'irrigation, de navigation, d'alimentation en eau potable et de couverture des besoins industriels. Donc nous sommes bien en face d'outils de production énergétique qui, au-delà de la capacité à nous produire des électrons, sont au carrefour des usages de l'eau. Tout cela nécessite, comme vous l'a dit Marie-Noëlle Battistel, des investissements indispensables en termes de sûreté et de sécurité, de robustesse, permettant la robustesse du système électrique, de résilience du réseau par rapport au blackout, et on sait quelles peuvent en être les conséquences. Nous l'avons vécu en Europe la semaine passée. Et puis c'est aussi des enjeux de savoir-faire technologique, de ressources humaines, d'expertise et de savoir-faire qu'il ne faut pas perdre. Voilà, donc ces enjeux étant posés, on se rend compte de la nécessité d'en tenir compte dans les solutions que nous avons à mettre en œuvre. Alors on pourrait me dire, lorsque j'en suis arrivé à ce stade de la démonstration, que finalement la mise en concurrence ne viendrait pas remettre quoi que ce soit en jeu sur ce que je viens de vous décrire. Eh bien si, justement, c'est même l'inverse, parce qu'avec une mise en concurrence, on perdrait l'expérience de la gestion de ces enjeux construite sur le long terme, on multiplierait les opérateurs qui devraient dialoguer entre eux, et on perdrait en flexibilité, en agilité, et puis on pourrait aussi questionner le bon exercice de ces ces enjeux d'intérêt général au travers d'acteurs économiques qui auraient plutôt une vision d'intérêt économique, de chiffre d'affaires, et donc sur lequel on n'est pas certain qu'ils puissent satisfaire à tous ces enjeux-là. Et donc ces enjeux sont au cœur de la première solution que nous envisageons, qui vous a donc déjà été dévoilée par ma collègue Marie-Noëlle Battistel, qui est celle de la révision de la directive concession.
Alors, c'est un sujet que nous avons découvert chemin faisant. C'est-à-dire que lorsque la mission était partie, on n'avait pas nécessairement identifié que la Commission européenne elle-même avait mis cela sur la table et avait engagé un processus de consultation fin 2024 jusqu'à mars 2025 pour essayer de réfléchir à ce sujet et de voir quelle était, d'évaluer la pertinence de revoir cette directive et d'autres d'ailleurs. Alors, pour vous montrer quand même, malgré tout, l'engouement au travers de ces sujets-là, ils ont reçu 1826 contributions, dont une qui émane de la mission d'information. Avec nos collègues, nous avons déposé donc une contribution qui rappelle justement ces enjeux-là et qui rappelle cette nécessité d'une gestion d'intérêt général de l'ensemble de ces enjeux. Alors malgré tout, le processus va être long. Il va durer au minimum 5 années. La consultation en cours va déterminer s'il y a nécessité de poursuivre le sujet de la révision. Tout ça va arriver au 3e trimestre 2025 et suivra ensuite une étude d'impact dont les résultats arriveront au 3e trimestre 2026. Et puis également, vous signalez que pour arriver au terme de cette solution-là, il faudra aussi obtenir le soutien d'autres États membres. Mais tout cela ne doit pas être vu comme des freins qui diraient qu'on ne va pas plus loin. Au contraire, il faut savoir s'en saisir, il faut savoir le faire vivre. Et c'est aussi pour ça que nous avons déposé une proposition de résolution qui a été d'ailleurs adoptée la semaine dernière, le 30 avril, à l'unanimité, motivant les raisons de cette exclusion. Je vous l'ai déjà dit, les enjeux, les urgences de l'investissement et aussi, et ça c'est très important à nos yeux, la nécessité de re-questionner les logiques qui prévalait au moment de l'écriture de la directive concession. Depuis, le changement climatique est beaucoup plus présent. Depuis, nous avons dû vivre les enseignements de la crise énergétique de 2020 et de 2021. Et depuis, nous savons que demain, les barrages devront jouer des rôles qui sont encore méconnus aujourd'hui et qu'il faut pouvoir les maintenir dans une gestion d'intérêt général. Voilà l'une des voies à explorer. Il y en a d'autres et je repasse la parole à Marie-Noëlle Battistel pour qu'elle puisse vous les détailler. Merci, Madame Battistel. Merci beaucoup, cher Philippe. Évidemment, vous l'avez compris que cette solution, c'est celle que nous privilégions parce que c'est celle qui nous semble la plus légitime et qui répond à l'ensemble des enjeux qui ont été évoqués. Mais malheureusement, nous n'avons pas la certitude que la consultation d'opportunité de la Commission européenne aille jusqu'au bout et que finalement il y ait une révision de cette directive concession et que s'il y a révision de cette directive, eh bien on n'a pas l'assurance non plus qu'il y ait l'exclusion, même si nous allons le porter fortement, de l'hydroélectricité. Donc c'est pour ça que nous avons conduit dans le cadre de la mission en parallèle la recherche d'autres solutions alternatives pour nous permettre de lever les contentieux, puisque je rappelle que c'était quand même l'objectif majeur de cette mission, c'était sortir du contentieux européen, c'était pas trouver des modes de gestion plus pertinents, c'était vraiment axé sur la sortie de ce contentieux. Donc on a étudié toutes les pistes qui s'offraient à nous et nous sommes concentrés sur les deux dernières, puisque après avoir regardez la question du statu quo. Bon, vous avez vite compris que le statu quo, ça ne permet pas d'investir et donc il faut évidemment l'écarter. La prolongation contre travaux, moi j'estimais que c'était une solution qui devrait être entendue de la Commission européenne. Elle n'est pas entendue de la Commission européenne. La preuve en est, c'est que la steppe de Montézic est toujours en attente et c'est fort dommage. Il faut aussi se battre sur ce sujet-là. Nous avons également l'EPIC qui se heurterait à un refus immédiat de la Commission européenne et également des incertitudes assez fortes sur la possibilité de mobiliser sur le cas du SIEG. Donc les trois solutions les plus à même de débloquer le contentieux restaient celles qui viennent d'être évoquées par mon collègue et ensuite la solution de la quasi-régie ou du changement de régime qui a été évoqué il n'y a pas si longtemps que ça. Donc sur la quasi-régie, c'est pour faire simple, ce serait une filiale d'EDF qui permettrait d'écarter la mise en demeure sur les règles de mise en concurrence pour l'octroi des concessions. Il y a la question évidemment des degrés de dépendance entre EDF et la quasi-régie qui serait plus ou moins forte et au regard de ces règles de dépendance, on aurait des conséquences plus ou moins fortes évidemment,
puisque une indépendance trop forte demandée ne permettrait pas d'optimiser le parc hydroélectrique et le parc nucléaire comme c'est fait aujourd'hui, et serait forcément plus coûteuse. La quasi-régie aurait aussi un modèle économique qui reposerait sur une seule des activités, c'est-à-dire l'hydroélectricité. Et au regard des évolutions climatiques et de l'incertitude de la quantité d'eau qu'il y aurait à turbiner dans les années à venir, on pourrait aussi se retrouver avec une fragilisation financière et une capacité d'investissement qui s'en trouverait amoindrie, alors même que nous avons un fort besoin d'investissement sur nos centrales hydroélectriques. Ensuite, cette solution est extrêmement rejetée à la fois par les exploitants comme par les organisations syndicales représentatives du personnel, parce que les premiers exploitants, parce qu'elle ne permettrait pas de solutionner le problème de mise en concurrence pour les ouvrages de l'HM. Aujourd'hui, il y a 65% des ouvrages de l'HM qui sont en délai glissant. Et à terme, ça ne solutionnerait pas la question de la CNR, qui est la Compagnie nationale du Rhône, pour lesquelles d'ailleurs nous avons choisi de l'écarter de l'étude de cette mission, puisque nous avons ensemble voté une loi en 2022 qui autorise la prolongation sous condition d'un certain nombre de conditions financières d'ailleurs, et d'un projet Renergia. Je rappelle qu'il a été abandonné récemment, mais que nous suivons avec la plus grande attention pour que les investissements soient faits sur de la production d'électricité et non pas sur de la redevance qui reviendrait à l'État. Et donc nous sommes très attentifs à cela. Donc pour l'ensemble de ces raisons, l'ensemble des membres de la mission, à la majorité, a décidé d'écarter pour l'instant cette piste. La deuxième piste qui a été étudiée assez profondément, c'est la piste du changement de régime, c'est-à-dire nous passerions du régime concessif au régime d'autorisation, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens, sauf que dans les autres pays européens, ils ont fait ce choix tout au début, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais passé d'un régime à l'autre, donc il n'y a pas de précédent à cela. Donc cette solution, elle a des inconvénients comme les autres, puisque nous n'en avons pas trouvé qui n'auraient que des avantages, à part la directive concession, quoique elle ne lèverait qu'un seul des contentieux. Et donc ce changement de régime aurait comme inconvénient probablement, et je dis bien probablement, le transfert de propriété des ouvrages aux opérateurs. Mais on a quelques pistes qui nous permettent de penser que ce n'est pas forcément une obligation, puisque selon l'article 345 du TFUE, les traités ne préjugent en rien du régime de propriété des États membres, sauf que si on pourrait prendre un risque si le cahier des charges de l'autorisation est extrêmement précis, extrêmement contraignant pour les opérateurs, ce que nous souhaitons, puisqu'il y va de l'intérêt des enjeux et de notre pays. Il ne faudrait pas que ce soit requalifié en régime concessif tout de suite derrière. Donc la cession des ouvrages, ça entraînerait d'une part l'évaluation des ouvrages, c'est-à-dire que les ouvrages en délai glissant devraient être achetés par les opérateurs, et donc une recette pour l'État français. Par contre, les ouvrages qui ont encore une échéance lointaine devraient bénéficier d'une indemnité de rupture de contrat de concession. Et donc, c'est l'État qui devrait indemniser les opérateurs. Donc tout cela pour vous dire que, puisque je vois que le temps s'écoule et que Madame la Présidente a la gentillesse de ne pas nous interrompre, que le passage en régime d'autorisation n'est pas parfait, mais qu'à ce stade de la réflexion, la majorité de la mission a considéré que c'était la solution à ce stade la plus robuste sur le point de l'opérationnalité, c'est-à-dire l'accord de la Commission européenne et l'accord politique
et à la fois des exploitants et des organisations syndicales. Mais nous le rappelons, ces solutions ne seraient que partielles, puisqu'il faudrait lever le contentieux de la position dominante d'EDF, c'est-à-dire le deuxième contentieux, et on devrait probablement réfléchir à des mesures compensatoires. Et je veux tout de suite ici, là, le préciser, il n'est absolument pas question de reproduire un Arenh pour l'hydroélectricité. Je l'ai suffisamment combattu pour ne pas le reproduire, tant son asymétrie et son absence de réévaluation a été dévastatrice, notamment les dernières années pour l'entreprise EDF. Donc il faut réfléchir à peut-être des cessions de volume avec des prises de risque des bénéficiaires, ce qui n'était évidemment pas le cas au moment de l'Arenh. Bon, je crois que je vais m'en arrêter là pour ma part, et je voudrais évidemment, avant de conclure, remercier nos administratrices, Aude Ménoré, qui est là, et Marie-Odile Urvois, qui ont fait un travail à nos côtés extrêmement complexe, parce que cette situation dure depuis de nombreuses années. La solution miracle n'a pas été trouvée. Il fallait creuser aussi d'autres pistes qui n'avaient pas été envisagées pour l'instant. Et donc, elles nous ont accompagnés pendant près de 7 mois, à la fois sur les auditions, mais aussi sur les déplacements, puisque nous avons fait des visites de sites, ce qui est évidemment très, très intéressant. Et donc, merci beaucoup, Madame les administratrices, pour votre très bon travail à nos côtés, avec grande fidélité. En tout cas, merci beaucoup. Philippe, tu veux conclure ? Très bien. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes prêts à répondre aux questions de nos collègues. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le rapporteur. Et je me joins évidemment à vos remerciements pour le grand travail de qualité des administrateurs et des administrateurs que, évidemment, on ne soulignera jamais assez. Donc, je vous préviens qu'on va faire une petite pause pour le vote solennel, à la demande de plusieurs parlementaires. Pardon, pas vote solennel, vote sur la motion de rejet. Donc, c'est des conclusions de CMP. D'accord ? À mon avis, on a encore le temps de faire prendre la parole à 2 orateurs et oratrices de groupe. Donc, nous commençons pour le groupe du Rassemblement national avec Monsieur Nicolas Maisonnet. Merci. Merci, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Notre modèle énergétique français est aujourd'hui en crise, mis à mal par 20 ans de renoncement. Le nucléaire a été sabordé pendant plusieurs années, la recherche a été abandonnée, les savoir-faire perdus, ou en tout cas pour partie. L'entretien des réacteurs négligé, la plupart des grands projets ont été abandonnés. Pour l'hydroélectricité, même constat, nous bénéficions encore d'investissements réalisés il y a plus d'un demi-siècle, mais l'ensemble du secteur est aujourd'hui paralysé par un cadre juridique inadapté et injuste. Alors que Bruxelles rêve de voir EDF morcelé, il devient urgent d'agir pour protéger nos barrages, afin d'éviter qu'ils ne tombent entre les mains d'opérateurs qui n'agiront pas dans l'intérêt général. Ces ouvrages ont été construits avec l'argent des Français. Ils sont rentables et jouent un rôle clé dans la gestion des cours d'eau ainsi que dans le stockage de l'énergie. Vous l'avez rappelé, la situation actuelle n'est plus durable. La seule issue passe par un changement de statut juridique des installations hydroélectriques. Les auditions que nous avons menées le confirment. Pour sauver nos barrages, maintenir l'intégrité d'EDF et relancer les investissements, il faut passer par un changement de régime de concession à un régime d'autorisation. Ce régime fonctionne. Il est déjà appliqué aux petites installations hydro, aux centrales nucléaires et à la plupart des autres sources de production d'énergie. Nous sommes désormais nombreux, et je m'en réjouis, à partager ce constat. Et c'est dans cet état d'esprit que j'avais proposé, avec le groupe Rassemblement national, en octobre dernier, une loi visant à instaurer ce régime d'autorisation. Alors à l'époque, disons-le, tous les prétextes à peu près étaient bons pour ne pas la soutenir, pour ne pas la voter. Vous aviez dit, Madame la rapporteure, que c'était précipité, qu'il fallait attendre. Certains collègues estimaient que c'était dangereux ou trop ambitieux. Pourtant, la réalité, c'est que c'est la seule solution. Vous le saviez déjà, nous le savions tous, et nous le savons aujourd'hui tous. Que de temps perdu
au minimum 6 mois. Certes, tout ne sera pas simple, vous l'avez indiqué, mais je crois que nous disposons désormais de suffisamment d'éléments pour tenter de mettre en œuvre cette réforme. Le passage au régime d'autorisation permettra à nos opérateurs, et EDF en premier lieu bien sûr, de développer un potentiel encore largement sous-exploité en construisant de nouveaux barrages et en modernisant les installations existantes, notamment les steppes, si précieuses. L'hydroélectricité est la seule énergie renouvelable pilotable. Elle reste à ce jour celle qui produit le plus d'électricité en France. Chers collègues, les paroles ne suffisent pas, place désormais aux actes. Le sectarisme dont vous aviez fait preuve lorsque j'avais présenté ma proposition de loi ici même ne doit plus être un frein au recouvrement de notre souveraineté énergétique. Madame et messieurs les rapporteurs, alors je voudrais conclure en vous posant la question suivante. Quand pourrons-nous voir émerger une proposition de loi transpartisane sur le sujet ? Faudra-t-il encore attendre la niche parlementaire du Rassemblement national ? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Maisonnet. Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, il y a des points sur lesquels nous sommes d'accord. Il faut protéger nos barrages, la solution n'est plus durable, il faut relancer les investissements. En revanche, à la réponse à la question, la démarche transpartisane, la loi transpartisane, on l'aura le plus tôt possible. Mais nous devons tous jouer le jeu. Et je reviendrai quand même, parce que vous nous avez un peu dit qu'on avait fait preuve de sectarisme à l'époque. Pas du tout. Vous faisiez partie de la mission d'information et au moment où vous aviez déposé et défendu le texte. Et et ce qu'on avait dit, et surtout à l'époque, c'était qu'il fallait examiner toutes les solutions possibles et mettre côte à côte et voir quelles étaient les forces et les faiblesses des unes et des autres. C'est bien ce travail que nous avons fait. D'ailleurs, vous avez participé, vous avez été présent aux auditions et tout cela est très bien. Donc il ne faut pas l'oublier. Et surtout que dans votre texte initial, il y avait l'inclusion de la CNR, alors qu'on vous a fait la démonstration que ce n'était pas possible. Enfin, ça méritait des réglages qui ont été faits et puis que cette mission transpartisane travaille ensemble, répondant ainsi à vos voeux d'avoir quelque chose de transpartisan pour la suite. Et donc, on a bien enclenché les choses. Et sur un certain nombre de points, nous sommes d'accord pour sortir de cette situation, pour relancer les investissements. Je vous remercie. Pour le groupe EPR, Monsieur Stéphane Vogetta. Merci Madame la Présidente, Monsieur et Madame les rapporteurs. Je tiens à vous remercier pour ce rapport et cette mission d'information qui s'est penchée sur la situation juridique et économique des concessions hydroélectriques françaises afin d'identifier des solutions pour sortir de l'impasse provoquée par 2 procédures précontentieuses de la Commission européenne, l'une datant de 2015 sur la situation dominante d'EDF, l'autre de 2019 sur l'absence de mise en concurrence des concessions, tout en relançant les investissements nécessaires à la transition énergétique. Cette intervention me permet d'abord de rappeler 2 éléments qui démontrent, je crois, l'aspect stratégique et d'intérêt public de ces infrastructures. Ces événements ont trait à ma circonscription, les Français d'Espagne, car lors de la panne électrique généralisée en Espagne et au Portugal, il y a 15 jours, l'approvisionnement électrique a pu être partiellement rétabli dès les premières heures de la crise grâce à la réactivation, en premier lieu, des centrales hydroélectriques, en combinaison bien sûr avec les interconnexions avec la France et le Maroc. Par ailleurs, et pour rappel, lors de la Dana de Valence, à l'automne, les barrages hydroélectriques, bien que présents dans la région, ont été débordés par l'ampleur des précipitations. Il avait été relevé que l'urbanisation et la destruction de barrages antérieurs avaient pu limiter leur efficacité dans la régulation des débits de cours d'eau. En ce sens, je crois que le fait est confirmé. La notion d'intérêt public est donc à prendre en compte dans la gouvernance de ces infrastructures. J'en reviens donc à votre rapport, qui rappelle qu'en France, plus de 400 concessions hydroélectriques, gérées principalement par EDF, CNR et SHEM, représentent 90% de la puissance hydroélectrique. Les installations supérieures à 4,5 MW relèvent de concessions de services publics, tandis que les plus petites sont soumises à autorisation. La directive européenne 2014-23 impose une mise en concurrence problématique pour le renouvellement des concessions existantes. En effet, la mise en concurrence des concessions hydroélectriques est critiquée pour sa complexité opérationnelle, notamment la nécessité de regrouper les concessions par vallée, une procédure longue avec des risques de contentieux et de dégradation des ouvrages. La sûreté, l'optimisation et la gestion de l'eau exigent une expertise longue. C'est l'opinion du gouvernement. Plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, le Portugal ou l'Italie, s'y opposent également. Alors, parmi les options que vous envisagez dans votre rapport, vous préconisez notamment la révision de la directive européenne concession afin de reconnaître les spécificités de l'hydroélectricité
Mais cette révision est incertaine dans son aboutissement et peut-être insuffisante à gérer elle seule l'ensemble des contentieux. Ma question est donc la suivante. Compte tenu de la réticence de nombreux pays, dont certains que j'ai cités, réticence à cette mise en concurrence, quels sont les freins à la révision de la directive de 2014 que vous préconisez ? Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, oui, vous évoquez plusieurs enjeux de l'hydroélectricité sur lesquels évidemment on se retrouve, et vous évoquez plus particulièrement l'incertitude liée à la révision de la directive concession. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il n'y aura peut-être pas de révision de cette directive concession, mais en tout cas, nous souhaitons saisir cette opportunité si elle existait et ne pas lâcher sur ce sujet, parce que nous considérons que c'est la meilleure solution pour sortir de ce contentieux. Alors effectivement, nous savons que ce sera long et nous savons qu'il nous faut des alliés, puisque la France toute seule n'y parviendra pas. Mais nous ne désespérons pas de rallier des collègues, notamment italiens, espagnols, portugais, polonais, qui eux aussi, en temps, avaient eu un contentieux de la Commission européenne qu'ils ont levé à ce stade, parce que certains se sont engagés dans des mises en concurrence. Mais pour les avoir rencontrés dans le cadre de groupes d'amitié, ils sont évidemment très intéressés par notre démarche, puisque ça leur permettrait de ne pas poursuivre les mises en concurrence de leurs centrales qui restent encore en activité, et donc de venir en soutien à notre démarche. Et c'est le travail que nous souhaitons engager dès lors que nous aurons fini cette journée de remise de rapport. Merci Madame la rapporteure. Je vous propose donc de faire une pause, puisque ça a été demandé par plusieurs parlementaires. Voilà, et nous revenons après le vote. Nous reprenons à propos, évidemment, de cette mission d'information sur l'hydroélectricité. Madame le rapporteur, monsieur le rapporteur, chers collègues, et je passe maintenant la parole pour le groupe de la France Insoumise à monsieur Mathias Tavel. Merci Madame la Présidente, monsieur et Madame les co-rapporteurs. Les barrages hydroélectriques payés par les Français vont-ils être bradés ? Non, l'intérêt général de notre pays ne se marchande pas. Depuis plus de 10 ans, la Commission européenne exige la mise en concurrence de l'exploitation de ces barrages hydroélectriques. Ce serait pour nous une privatisation forcée inacceptable. L'hydroélectricité est bien trop précieuse. C'est la première énergie renouvelable de France. C'est aussi une énergie indispensable à l'équilibre et au renforcement du réseau électrique. Et nos barrages remplissent un rôle bien plus large, d'autant plus important face au changement climatique. Prévention des inondations, eau potable, irrigation agricole, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Aujourd'hui, c'est la France qui vend à l'Europe et en particulier à l'Allemagne son électricité. La France doit cesser d'être le caniche de la Commission européenne. Notre électricité doit être un moyen de pression face à Bruxelles. Les barrages français doivent être exemptés de la directive européenne et rien ni personne ne doit s'y opposer. Je me réjouis que notre Assemblée ait adopté à l'unanimité une résolution demandant à la Commission de renoncer à ce projet et exigeant du gouvernement qu'il en fasse une priorité, contrairement à François Hollande et Emmanuel Macron. Mais comme membre de la mission d'information, je m'oppose à l'autre conclusion de votre rapport, qui propose, selon moi, une capitulation. Le rapport écarte d'un revers de main la seule solution juridique permettant de conserver la maîtrise publique des barrages, à savoir le passage à un régime de régie contrôlé par l'État. A l'inverse, les rapporteurs font le choix dangereux d'une privatisation, ou en langage bruxellois, d'un, je cite, régime d'autorisation assorti de mesures compensatoires. Ce serait une capitulation, pourquoi ? Parce que le régime d'autorisation ne donne aucune garantie d'éviter la mise en concurrence, comme le reconnaît le rapport, notamment à la page 75. C'est un comble pour un rapport dont c'était l'objectif. Pour dissimuler ce renoncement, les rapporteurs sont contraints d'inventer une forme de Frankenstein juridique qui, je cite, pose sans conteste de nombreuses problématiques de droit nouvelles et qui ne résistent pas aux faits. D'abord, ce régime se traduirait certainement par la vente des barrages jusqu'ici propriété de l'État à des sociétés anonymes, une option que seul le gouvernement Borne et le Rassemblement national avaient osé défendre. Ensuite, il s'accompagnerait d'une privatisation de l'électricité produite, EDF étant contrainte de vendre une partie de sa production à ses concurrents. Même si les rapporteurs n'assument pas le mot, c'est bien le grand retour d'un ARENH appliqué à l'hydroélectricité. C'est donc une privatisation au carré, une double peine qui est proposée. Collègues, nous ne sommes pas là pour défendre l'intérêt des exploitants multinationales de l'énergie, mais bien l'intérêt général du pays, et il appelle à refuser fermement cette option. Un autre chemin existe,
c'est défendre le passage en régie sous statut d'établissement public. C'est le seul régime juridiquement robuste, je cite encore le rapport, qui permette d'empêcher la mise en concurrence, le seul régime qui permette de conserver à coup sûr la propriété publique des barrages. Non, ce n'est pas le retour du projet Hercule, dont le danger était la privatisation des activités rentables d'EDF, mais au contraire, un premier pas vers la démarchandisation de l'électricité, vers un retour intégral d'EDF dans le service public. Alors, madame, monsieur le rapporteur, la mission s'était fixée comme objectif d'éviter la mise en concurrence. Pourquoi proposez-vous une option qui ne l'empêche pas? Merci, monsieur Tavel. Madame le rapporteur, monsieur le rapporteur. Madame la rapporteure. Bien, merci Madame la Présidente. Monsieur Tavel, je rappelle que vous étiez membre de la mission et que vous avez entendu les uns et les autres, notamment sur la question de la quasi-régie que vous privilégiez, si j'ai bien compris, et que vous ne rappelez sans doute pas les manifestations d'ampleur qui ont eu lieu lors du projet Hercule et qui proposaient justement la quasi-régie pour l'hydroélectricité. Et l'ensemble des syndicats, de manière unanime, étaient farouchement contre parce qu'ils considéraient qu'il y avait un risque fort de désoptimisation, un risque fort de destruction de leurs outils d'expertise également, et que ce n'est pas du tout la solution qu'ils retiennent. Alors oui, nous ne sommes pas totalement satisfaits des solutions. On ne l'a jamais dit. Nous, la solution qu'on privilégie, c'est évidemment la modification de la directive concession, et c'est celle qu'on portera en priorité, mais nous ne sommes pas assurés qu'elle puisse aboutir. Merci, chers collègues. Je vous demande, s'il vous plaît, d'essayer de tenir en moins de 3 minutes, ce qui laisse une minute aux collègues, s'il vous plaît. Mais il y a de nombreux collègues qui dépassent en général, donc voilà, je dis que ça. Pour le groupe socialiste, monsieur Iñaki Etxaniz. Bien, merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Le groupe socialiste tient à vous remercier pour ce travail de fond et de terrain sur le sujet fondamental de l'hydroélectricité. J'ai une pensée particulière pour ma collègue socialiste Marie-Noëlle Battistel qui a investi depuis plus de 15 ans dans la défense de nos barrages hydroélectriques, notamment au regard du sujet européen de la mise en concurrence. Nos infrastructures hydroélectriques de grande puissance, parmi les plus performantes, sont effectivement un véritable patrimoine national qu'il nous appartient de préserver pour les générations futures. Ce rapport permet d'esquisser des solutions concrètes afin de solidifier les modes de gestion du parc et libérer les investissements essentiels à la diversification de notre mix énergétique par une meilleure intégration de l'hydroélectricité en son sein. Parmi les propositions des rapporteurs, nous souscrivons en particulier à celle consistant à obtenir une révision de la directive européenne concession en excluant de son champ d'application les activités hydroélectriques ou à minima de basculer vers un régime d'autorisation adapté. Ces deux voies semblent être les plus pertinentes pour conserver le contrôle sur nos infrastructures et préserver notre souveraineté énergétique. Il est essentiel que le gouvernement se positionne en faveur de ces propositions, fruit d'un large consensus parmi les membres de cette mission, et porte à Bruxelles une révision de la directive européenne incluant une exemption des activités hydroélectriques, comme l'invite la proposition de résolution européenne, unanimement votée par cette Assemblée. Par ailleurs, permettez-moi d'élargir mon intervention en évoquant l'importance de préserver notre petite hydroélectricité, essentielle pour la transition énergétique, la stabilité du réseau et le développement local. Cette activité s'inscrit pleinement dans l'histoire de nos communes de montagne, notamment celle du Pays Basque et du Béarn, où j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous accueillir lors d'un déplacement. Je pense également aux projets de STEP, de stations de transfert d'énergie par pompage, qui mériteraient d'être soutenus et qui sont aujourd'hui en attente, car elles doivent être développées pour le service qu'elles procurent, stockage de l'excédent d'énergie, équilibrage du système électrique, mobilisation rapide, réduction de la dépendance à l'importation d'énergie et soutien à l'économie locale par la création d'emplois ou l'utilisation de produits industriels français comme en Vallée d'Ossau, où vous avez eu de riches échanges avec l'HM. Donc merci, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Merci, monsieur Etxaniz. Madame, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, merci beaucoup, chers collègues, d'avoir mis en évidence le rôle essentiel des investissements pour relancer l'hydroélectricité et faire valoir tous les atouts qui sont ceux de cette production d'énergie. Merci à vous et merci également d'avoir souligné les deux voies que nous avons empruntées, deux voies parallèles qui nécessitent chacune d'être explorées en même temps, celle de la révision de la directive qui fait largement consensus et puis celle du changement du passage de la concession au régime d'autorisation
qui effectivement n'est pas la solution idéale, mais celle qui, au regard de la comparaison des 12 critères que nous avons retenus, est celle qui arrive largement en tête. Et merci à vous. Madame la rapporteure, il reste un peu de temps. Est-ce que vous souhaitez... Non, c'est bon. Donc, par ailleurs, voilà, j'ai oublié de le dire, évidemment, vous pourrez à la fin compléter si jamais vous n'avez pas eu le temps de répondre à tout, bien évidemment. Donc, pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Vincent Rolland. Merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi avant tout de saluer la qualité et la pertinence du travail réalisé, notamment au regard des nombreuses auditions effectuées. Vous l'avez indiqué, la France est concernée par 2 procédures précontentieuses de la Commission européenne concernant le régime juridique de nos concessions hydroélectriques, portant aussi sur la position dominante d'EDF et l'absence de mise en concurrence des concessions hydroélectriques arrivées ou arrivant à échéance. La mission avait donc pour objectif de trouver les voies et moyens juridiques pour que la France conserve sa souveraineté, toute sa souveraineté, rien que sa souveraineté énergétique. L'Europe doit aussi sortir de son entêtement en matière de politique énergétique. Après avoir très largement pénalisé le nucléaire, celle-ci risque de mettre en danger la production hydroélectrique en l'ouvrant à des intérêts étrangers. Or, le récent conflit russo-ukrainien nous rappelle à quel point sa situation énergétique est fragile. À l'heure où le gouvernement prévoit de multiplier les éoliennes par 2 et de quadrupler le solaire, l'hydroélectricité est le meilleur moyen de compenser leur intermittence. Car tout le monde reconnaît aujourd'hui le rôle essentiel de nos barrages. Ils produisent une énergie décarbonée et pilotable, mobilisable très rapidement. Pourtant, le droit européen, au travers de la directive concession, freine la France. Il impose une remise en concurrence systématique des concessions hydroélectriques et nous n'en voulons pas. Cela bloque les investissements dès lors qu'un exploitant n'a aucune garantie de s'inscrire dans le temps. Si l'on veut renforcer cette filière, il faut lui donner de la visibilité, de la stabilité. D'autant que la majorité du potentiel de développement de l'hydroélectricité se trouve sur des sites déjà existants. C'est aussi un outil pour gérer l'eau et ses différents usages. Je peux naturellement en témoigner pour le département de la Savoie, où j'ai eu le plaisir, et je vous remercie, de vous accueillir quelque temps. Pour répondre à ces exigences, le gouvernement doit entendre les conclusions de cette mission, proposées à la quasi-unanimité des membres sur le passage au régime d'autorisation et ou d'influer à une modification de la directive à l'occasion de sa révision. Notre production hydroélectrique doit rester sous pavillon français. Pourquoi devrions-nous échouer là où les autres ont réussi? C'est une question de volonté politique aussi. Je vous remercie, Monsieur Rolland. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Cher collègue Vincent Rolland, merci pour votre engagement dans le cadre de cette mission. Donc, vous avez rappelé évidemment les enjeux de souveraineté et les enjeux liés à l'équilibre du système électrique dont la production d'hydroélectricité est extrêmement importante par sa capacité de stockage, de flexibilité et sa capacité de pilotabilité. Et donc, on le rappelle, pas suffisamment, puisque sur place, notamment à La Bâtie, nous avons pu voir comment un gros compresseur faisait redémarrer le système en très très peu de temps. Et c'était évidemment extrêmement précieux. Alors sur pourquoi on n'a pas réussi ou les autres ont réussi, je rappelle simplement que la levée des contentieux sur les autres pays, notamment l'Italie, a été levée parce qu'elle a concédé à mettre en concurrence ces ouvrages hydroélectriques à terme. Et donc, évidemment, elle a répondu aux exigences de la Commission européenne, ce que nous ne souhaitons pas, en tout cas pas avec cette formule-là. Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Nicolas Bonnet. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer ma collègue Julie Layernous qui a participé à cette mission d'information pour mon groupe politique et l'excuser de son absence aujourd'hui.
Il est des sujets qui, derrière leur technicité apparente, touchent à l'essentiel. Celui dont nous débattons aujourd'hui en fait incontestablement partie. Il concerne un pilier de notre mix énergétique et un atout majeur pour la transition que nous appelons de nos voeux, l'hydroélectricité. Deuxième source d'électricité avec 14% de la production en 2024, première source d'énergie renouvelable. Elle est aussi la plus mature et la plus souple, capable d'accompagner les autres énergies renouvelables dans leur montée en puissance. Mais ces atouts ne se limitent pas à la production d'énergie. Elle joue un rôle écologique et territorial de premier plan. Grâce à la régulation des cours d'eau, les barrages permettent de prévenir les inondations, d'atténuer les sécheresses, d'irriguer nos vallées. Ils participent activement à l'aménagement et à la résilience des territoires. Dans ce contexte, soumettre les concessions hydroélectriques françaises à la mise en concurrence, comme le demande la Commission européenne, serait une erreur stratégique. Ces ouvrages ne peuvent être gérés selon une pure logique de marché. Cela reviendrait à sacrifier la stabilité, la continuité du service et la maîtrise publique de ressources stratégiques essentielles à des impératifs de rentabilité immédiate. Le refus de la France d'ouvrir à la concurrence ses concessions hydroélectriques n'est pas un repli. C'est un choix politique clair, largement partagé, transpartisan et responsable. C'est pourquoi le groupe écologiste et social salue le sérieux et l'engagement des rapporteurs Philippe Bolo et Marie-Noëlle Battistel, dont les travaux ont permis d'ouvrir 3 perspectives pour sortir du contentieux avec la Commission européenne. Mais nous disons aussi clairement notre incompréhension face à l'écartement de la piste de la quasi-régie dans la version finale du rapport. Cette solution, envisagée jusqu'à la dernière réunion de la mission, ne doit pas être abandonnée. Pour nous, la quasi-régie reste la voie la plus ambitieuse, la plus protectrice, la plus sûre au regard du droit européen. Elle garantit un contrôle public plein et entier, préserve notre souveraineté énergétique et empêche la prise de contrôle d'actifs stratégiques par des intérêts privés ou étrangers, notamment chinois. Elle protège aussi la gestion d'une ressource essentielle, l'eau, bien commun que nous ne pouvons laisser au marché. Nous réaffirmons donc aujourd'hui que cette option, la quasi-régie, doit être remise sur la table. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Bonnet. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je vous invite à regarder les 12 critères que nous avons retenus pour comparer les différents scénarios que nous avions face à nous. Et de considérer donc les 12 critères, d'une part pour la quasi-régie, d'autre part pour le changement du régime concessif vers le régime d'autorisation. Si vous faites cet exercice-là, vous allez voir que sur la répartition des 12 critères, vous en avez 7 pour lesquels on a égalité, c'est-à-dire que l'on choisisse une option ou l'autre, on apporte les mêmes résultats. Vous avez 4 critères où le passage de la concession à l'autorisation est meilleur que celui de la quasi-régie. Vous avez un critère où le passage de la concession à l'autorisation est moins bon que la quasi-régie. Et sur ce critère-là, c'est lequel? C'est celui du délai, c'est-à-dire que ça permet d'aller plus vite. Retenons cette hypothèse-là, mais regardons maintenant les 4 critères pour lesquels le passage concession vers autorisation est meilleur que celui de la quasi-régie. Quels sont-ils? C'est celui de l'acceptabilité. Donc, dit en creux, la quasi-régie est beaucoup moins acceptable, et ça, nous avons pu le constater au travers des auditions. Nous avons mené 80 auditions. Dans tout le paysage des acteurs de l'hydroélectricité, et véritablement, il y a un rejet. C'est le statut du personnel, où c'est plus faible, c'est l'optimisation du système et la maîtrise des coûts. Et c'est bien de cela dont il s'agit aussi, puisque cette histoire de mise en concurrence pour l'Europe, c'est aussi l'idée de se dire qu'il faut que le marché soit actif et qu'on ait des coûts d'énergie plus faibles. Ce n'est absolument pas garanti. Merci, Monsieur le rapporteur. Pour le groupe démocrate, Madame Louise Morel. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les co-rapporteurs, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais vous remercier chaleureusement pour la qualité de votre travail, en particulier aussi notre collègue Philippe Bolo qui nous parle de ce sujet de manière régulière depuis longtemps et dont je salue l'investissement, mais aussi sur votre dynamique transpartisane sur un sujet aussi stratégique que sensible, l'avenir de nos concessions hydroélectriques. Je voudrais dire qu'en termes de calendrier, je suis heureuse aussi que nous puissions aborder ce sujet alors que nous aurons très prochainement à examiner la proposition de loi de programmation et de simplification dans le secteur économique de l'énergie. Aujourd'hui, en France, vous l'avez rappelé, l'hydroélectricité constitue la deuxième source de production électrique derrière le nucléaire. Et ce que peu de Français savent et que nous ne soulignons pas assez, c'est combien cette énergie est indispensable. Elle joue un rôle efficace de stockage à grande échelle de l'hydroélectricité. Aujourd'hui, 90% de la puissance hydroélectrique est produite sous le régime de la concession, qui joue un rôle clé pour notre souveraineté énergétique, notre sécurité d'approvisionnement et la transition également écologique et la décarbonation, et cela pour tous les territoires. Et je voudrais ici souligner l'importance de cette énergie aussi dans les zones de montagne. Et je sais que Madame la rapporteure
tout à fait les défend particulièrement. Pourtant, vous l'avez souligné, ce modèle est fragilisé depuis plusieurs années par une insécurité juridique. En 2015 et 2019, la Commission européenne a mis la France en demeure de mettre ses concessions en concurrence au nom de la directive européenne de 2014. Et je voudrais dire qu'au groupe Les Démocrates, nous considérons que cette mise en concurrence serait une erreur majeure, car elle casserait un modèle cohérent, rendrait plus difficile la gestion de l'eau, ferait grimper les coûts d'exploitation au détriment des usagers, bien sûr, mais aussi du service public dans son ensemble. Vous l'avez souligné, nous pouvons sortir du contentieux européen sans remettre en cause notre modèle et devons demander, ce que vous faites, une révision de la directive concession pour que l'hydroélectricité soit reconnue comme une énergie stratégique aux spécificités fortes et qui doit rester sous maîtrise publique. Vous avez déjà fait adopter une proposition de résolution européenne, aussi déposé une contribution auprès de la Commission européenne sur ce sujet. Votre rapport complète ces premières pistes de travail déjà bien engagées, mais néanmoins le processus est long. Aussi, je voudrais vous demander, au niveau de cette durée, quel impact cette durée va-t-elle avoir sur le contentieux en cours de manière concrète en termes de coûts pour les acteurs de ces concessions, et pourriez-vous aussi nous préciser les prochaines étapes que vous identifiez en termes calendaires pour porter vos propositions et que nous puissions avancer sur ce sujet. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Morel. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, vous évoquez plusieurs points. Je vais essayer de répondre rapidement, notamment sur le calendrier d'instruction des textes sur l'énergie qui pourraient arriver dans l'hémicycle, notamment sur la PPE ou sur la PPL dite Grémillet, qui est à l'agenda de notre commission, me semble-t-il, ou en tout cas va l'être, et qui propose d'ailleurs dans un de ses articles une expérimentation sur le changement de régime et le passage en régime d'autorisation. Donc je vous dis tout de suite que nous y sommes évidemment opposés, puisque le changement de régime a quand même des implications extrêmement fortes, notamment probablement le transfert de propriété, même si on souhaite y échapper, et donc une expérimentation n'est pas du tout pertinente. Sinon, sur le calendrier, alors sur la directive concession, évidemment que nous avons besoin du poids de tous les groupes. Donc cette adoption à l'unanimité de la proposition de résolution aux affaires européennes il y a une dizaine de jours démontre que l'ensemble des groupes politiques est favorable à ce que la France porte de manière forte cette exemption. Donc on relance un appel au président de chacun des groupes pour qu'ils soutiennent cette démarche. Sur le calendrier qui vient, nous souhaitons évidemment reprendre attache auprès de la Commission européenne pour qu'elle lève le contentieux dès lors que nous aurons affiché notre solution. Merci, Madame la rapporteure. Pour le groupe Horizon, Monsieur Henri Alfandari. Merci. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure. Je vais faire très court. Tout d'abord, saluer la qualité de votre travail, vous dire la profonde adhésion à vos préconisations que le groupe Horizon a et que j'ai à titre personnel. Vous l'avez rappelé, l'équilibre de notre système électrique est fortement basé sur l'énergie hydraulique. Et par ailleurs, je pense très profondément que pour ce qui a été dit, forcément le système hydraulique s'envisage de l'amont à l'aval dans sa totalité et ne peut pas être saucissonné. Ça n'a pas de sens tant en matière de gestion de l'eau qu'en matière de production électrique. Donc pour toutes ces raisons, on soutiendra totalement votre rapport, on soutiendra ces préconisations. Oui, on peut avoir des régimes juridiques qui nous protègent malgré les directives européennes, mais c'est somme toute des usines à gaz avec des risques contentieux importants. Et donc le plus simple, c'est simplement que l'Union européenne reconnaisse la spécificité du système électrique français, que EDF soit le champion aussi de la décarbonation du système économique européen, et que nous puissions prolonger les concessions. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Alfandari. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, vous venez de souligner le temps long qui va être nécessaire pour préserver cette hydroélectricité dans l'esprit et les modes de gestion et d'exploitation qui sont les siens aujourd'hui. Et ces deux temps longs, malheureusement, sont incompatibles avec la nécessité d'investir rapidement, et vous l'avez également souligné. Et c'est là où il faut aussi dire que finalement, l'option que nous préconisons, qui est celle du changement de régime
concessif vers autorisation, effectivement, ce n'est pas la solution idéale. Il faut l'assortir de mesures de grande sécurité pour éviter effectivement ce que certains appellent une mise en concurrence, mais ça va prendre du temps. Et en définitive, c'est là aussi qu'on peut faire le pari sur l'autre voie à explorer, qui est celle de la révision de la directive, qui prendra autant de temps. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qui pourrait nous dire qui arrivera en tête de cette course entre ces deux solutions. En tout cas, elles sont sur la table, mais ce qu'il faut aussi que nous fassions valoir, c'est qu'il y a une véritable envie de la France de sortir de cette situation, de mettre sur la table, face à la Commission européenne, des solutions pour lever le contentieux. Et c'est aussi à cela qu'il faut s'activer. Merci, monsieur le rapporteur. Madame le rapporteur, vous souhaitez réagir? D'accord. Donc, nous passons maintenant, pour le groupe GDR, à monsieur Julien Brugerolles. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs. Je voudrais tout d'abord moi aussi vous remercier pour la qualité de ce travail de longue haleine sur l'avenir de nos grands barrages et de nos concessions hydroélectriques. Un travail d'autant plus salutaire qu'il nous réunit très largement pour empêcher d'ouvrir les vannes de la privatisation. 50% de la production d'électricité renouvelable française, 14% de la production électrique totale, deuxième filière de production pilotable derrière le nucléaire, rôle stratégique pour sécuriser la pointe de consommation, le tout assuré essentiellement par EDF, la CNR et l'HM. Voilà dans les faits ce qui constitue un problème pour les idolâtres du marché. Non seulement certains groupes privés lorgnent depuis des décennies sur cet outil de production, ou plutôt sur la capacité de disposer d'une partie de cette production pour en tirer des profits de court terme. Mais beaucoup n'ont jamais accepté les fondements de la maîtrise publique du secteur de l'électricité. Acquise, il est toujours bon de le rappeler, par la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz par le ministre communiste Marcel Paul. Car si nous essayons aujourd'hui, avec le travail que vous avez conduit, de trouver le meilleur chemin pour lever ou contourner les contentieux ouverts par la Commission européenne en 2015 et en 2019 concernant l'absence de mise en concurrence de nos concessions, nous nous inscrivons bien dans une bataille politique de long terme. Les députés communistes ont toujours refusé la libéralisation des marchés de l'énergie. 30 ans après le premier paquet énergie européen de 1996, c'est toujours le même travail de sape. Aussi, la bataille pour obtenir la révision de la directive concession est bien entendu primordiale pour lever durablement les risques de mise en concurrence. Comme vous le soulignez, le passage au régime d'autorisation apparaît pour beaucoup d'entre nous comme la moins pire des solutions, notamment pour relancer les investissements d'EDF indispensables à l'entretien des ouvrages ou au développement des steppes. Mais toute évolution en ce sens devrait être assortie de strictes garanties pour toutes les concessions, en particulier pour maintenir la propriété publique des ouvrages et la conciliation de tous les usages par bassin versant. J'ajouterai qu'une telle évolution resterait tout de même très précaire. Elle ne freinera pas les appétits des requins de la rente électrique qui veulent s'accaparer une part des volumes de l'hydraulique. Nous resterons donc particulièrement vigilants, en particulier quant aux mécanismes d'attribution qui pourraient contribuer à déstabiliser EDF, son unité ou l'équilibre de notre système de production électrique. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Brugerolles. Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Oui, chers collègues, vous avez rappelé l'appétit de groupes concurrents pour venir sur les concessions françaises et je peux vous le confirmer puisqu'il y a une quinzaine d'années, lorsque j'étais présidente de la communauté de communes du Pays de Cor où se trouve le barrage du Sauté, j'ai vu arriver tous les concurrents d'EDF étrangers qui venaient s'enquérir des situations de mise en concurrence. Donc fort heureusement, depuis 15 ans, nous avons stoppé la mise en concurrence et on peut se satisfaire aujourd'hui de n'avoir mis aucun ouvrage en concurrence depuis ce temps-là, alors qu'il y a 60 ouvrages en délai glissant. Donc c'est déjà une première victoire, j'ai envie de dire, mais elle n'est pas évidemment satisfaisante puisque nous ne permettons pas l'investissement. Donc on est tout à fait d'accord avec vous de dire que la première des batailles, c'est la révision de la directive. La deuxième, c'est la solution la moins pire. C'est exactement le terme, c'est le changement de régime avec des garanties extrêmement fortes, c'est-à-dire des clauses d'incessibilité pour qu'on ne se retrouve pas ensuite à avoir des ouvrages qui sont transférés, ça ce n'est pas possible, et avec des garanties également, si nous devions avoir des mesures compensatoires à proposer,
qu'elle soit évidemment proportionnée et qu'elle ne soit pas défavorable à nos entreprises. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Ça serait peut-être plus défavorable encore que la mise en concurrence. Donc, évidemment que ce n'est pas cette solution que nous retraînerons. Merci, Madame la rapporteure. Alors, pour ce qui concerne les interventions individuelles, nous en avons 3 pour l'instant. Je passe la parole à Monsieur Fugit. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur, Madame les rapporteurs, merci pour votre travail. Je voulais revenir sur un de vos propos, Madame la rapporteure Battistel. Vous avez déclaré, je cite tout à l'heure, pas d'arène pour l'hydroélectricité. Mais je voudrais du coup avoir votre avis et votre vision sur l'idée de, c'est une idée que je vous soumets, de flécher une partie de la production d'hydroélectricité vers les industriels les plus électro-intensifs, un peu à l'image des CAPN, donc les fameux contrats d'allocation de production nucléaire qu'EDF s'est engagé à proposer à certains industriels. Et je vous soumets cette idée car je crois que cela pourrait contribuer à l'électrification et à la compétitivité de notre économie, bien entendu, en participant à donner à nos industriels une visibilité à long terme. Et du coup, la question est relativement simple. Est-ce que, d'après vous, ce fléchage serait envisageable? Et même, puisque vous connaissez très bien ce sujet tous les deux, est-il souhaitable? Tout simplement. Merci, Monsieur Fugit. Allez, Madame la rapporteure. Oui, merci pour cette question. Effectivement, où nous marquons spécifiquement dans le rapport que nous ne voulons pas un ARENE hydroélectrique sur le modèle de l'ARENE nucléaire, avec les défauts qu'il avait et que je ne rappelle pas ici. Sur votre question de flécher une partie des volumes qui pourraient être destinés aux concurrents d'EDF, mais du coup aux industriels français, européens et peut-être plus largement, c'est effectivement un sujet aujourd'hui qui est sur la table avec différents modèles. Mais je pense que la mission d'information de notre collègue Maxime Lenné et Philippe Bolo, ici présents, se penchera évidemment peut-être sur ces types de contrats qu'il pourrait y avoir avec les industriels pour asseoir des modèles qui leur permettent d'avoir des prix compétitifs tout en permettant à l'entreprise EDF de conserver ses capacités d'investissement dont on a fort besoin. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Madame Sylvie Ferrer. Merci, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les rapporteurs, collègues. Il y a 2 semaines, vous présentiez une proposition de résolution européenne et vous expliquiez qu'appliquer le régime d'autorisation pour l'exploitation de nos barrages était incertain, puisque, je cite, « les conclusions sur sa faisabilité n'ont pas encore abouti ». Dans le rapport que vous présentez aujourd'hui, vous affirmez à la page 71, que je cite toujours, « Le passage au régime d'autorisation ne permet pas de répondre aux enjeux liés à la position dominante d'EDF, soulevée par Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, et qu'en plus, cela nécessiterait de vendre les barrages. » Puis, finalement, à la page 94, vous estimez qu'il s'agit d'une solution réaliste. Ma question est donc la suivante. Comment se fait-il qu'une solution que vous jugiez incertaine deviennent tout d'abord inadaptées, puis finalement envisageables en seulement 20 pages. Quel avis est véritablement le vôtre et sera-t-il encore le même dans 2 semaines? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Ferrer. Madame la rapporteure. Oui, je sens un peu d'ironie dans votre intervention, chers collègues. D'abord, nous n'avons pas dit que la solution d'autorisation, c'était la solution idéale, parce qu'il n'y en a pas. La question de la position dominante d'EDF, oui, elle n'est pas résolue avec le passage en régime d'autorisation, puisque ça résout un seul des contentieux. Et lorsque nous concluons en disant que c'est la solution qui, à ce stade, nous paraît la plus opérationnelle, ce n'est pas parce que nous la considérons comme la préférée, puisque notre préférée, c'est le changement, c'est l'exemption de la directive concession. Mais en tout cas, cette position dominante, il faut y trouver une solution. Et je reviendrai, puisque là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais à la fin, nous avons le temps pour vous présenter 2-3 choses sur la solution que vous privilégiez, qui n'est pas non plus aussi stabilisée que ça. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Monsieur Tavel. Merci, Madame la Présidente. Madame et Monsieur les co-rapporteurs, j'insiste sur un cri. Vous nous dites
quand on compare sur les 12 critères, l'autorisation l'emporte sur la quasi-régie. Mais il y a un critère sur lequel l'autorisation ne l'emporte pas, c'est la certitude de pouvoir éviter la mise en concurrence. Avec le système que vous proposez, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas de mise en concurrence. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez vous-même à la page 75 de votre rapport, où vous dites que quand bien même on trouverait des arguments pour ne pas appliquer la procédure de mise en concurrence à chaque étape, cession des ouvrages, implantation sur le domaine public, octroi de l'autorisation, la Commission européenne pourrait apprécier l'ensemble de ces étapes de manière conjointe et ne pas accepter qu'il n'y ait aucune concurrence qui s'exerce sur l'ensemble. De même, page 96, vous dites vouloir déplacer l'objet de la concurrence entre l'exploitation du barrage et la vente du productile, et pas l'éviter. De la même façon, vous évoquez des mesures compensatoires, en précisant, page 98, que c'est EDF qui devra supporter l'essentiel de ces mesures compensatoires de type AREN. Et page 83, vous dites que les syndicats s'opposent à ces mesures compensatoires. Donc, j'ai l'impression que vous essayez de faire dire à votre rapport autre chose que ce qu'il dit réellement, c'est-à-dire que l'autorisation n'est pas une réponse satisfaisante. Monsieur Tavel. Monsieur le rapporteur ? Merci, Madame la Présidente. Cher collègue Mathias Tavel, vous nous proposez un nouveau critère, un 13e, qui viendrait changer les choses, celui d'éviter la mise en concurrence. Mais quand je regarde bien le critère numéro 3, qui est le maintien d'une propriété publique des ouvrages, il me semble quand même qu'il s'y réfère. Alors peut-être qu'il aurait fallu l'écrire différemment, mais en tout cas, il y ressemble. En tout cas, considérons que ce n'est pas le cas et qu'il faille en rajouter un 13e. Ça ne va pas changer l'équilibre des choses, puisqu'on avait un certain nombre de critères pour les choses sur lesquels les deux solutions sont égales. Je rappelle 7. Un pour lequel c'est très défavorable à la quasi-régie, 4, c'est défavorable à la quasi-régie, et 1, c'est défavorable au régime d'autorisation. Ça ne va pas être de nature à bousculer les équilibres. Et je le redis, ce qui aussi emporte la décision, c'est l'absence d'acceptabilité qu'on a pu mesurer, qui nous a été dit et redit par l'ensemble des parties prenantes, quelle que soit leur position dans le système, dans l'écosystème d'hydroélectricité, le statut des personnels, l'optimisation du système et la maîtrise des coûts. Donc je ne pense pas que ce critère nouveau viendrait changer radicalement la donne, et surtout que, de mon point de vue, il correspond déjà au critère qui est prévu, qui est le numéro 3. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Monsieur Maxime Lenné. Il est là. Ouais. Merci, Madame la Présidente. C'est plus une remarque qu'une question. Je ne sais pas s'il sera question dans la PPL Grémillet d'hydroélectricité, mais je viens d'apprendre à l'instant que nos chers collègues de la Commission du développement durable viennent d'apprendre qu'en fait, la PPL Grémillet est inscrite dans leur commission la semaine prochaine et qu'ils ont jusqu'à vendredi pour déposer des amendements, alors que par ailleurs, ils sont coincés en hémicycle sur la PPL fin de vie tous les soirs jusqu'à minuit, y compris samedi. Donc c'est une petite remarque pour dire que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et s'il existe encore un semblant de socle commun ici, je les invite à faire savoir à nos gouvernants que ça ne peut pas durer. Voilà. Bien. Qui souhaite réagir ? Madame la rapporteure. Oui, alors je ne sais pas si je suis la plus compétente pour réagir à cette question, que je trouve aussi inadmissible que l'a dit notre collègue Lenné. Effectivement, nous ne pouvons pas être dans l'hémicycle, ici en commission sur la PPL du plomb, 15 jours dans l'hémicycle sur le texte fin de vie, préparer la PPL Grémillet, il y a un moment... Et le reste que je ne cite pas. Et j'ai évoqué tout à l'heure la PPL Grémillet, où nous avons un des articles d'ailleurs qui ne correspond pas du tout à l'attente que nous avons sur l'hydroélectricité. Et ça, c'était le début de votre question. Donc, Madame la Présidente, si vous avez plus d'informations que nous, je vous laisse répondre. Non, je n'en ai pas. Donc voilà, je pense qu'on va pas s'attarder pour l'instant sur le sujet. Voilà. Je vous laisse peut-être, si vous souhaitez compléter, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, sur votre mission d'information. Merci Madame la Présidente. Je veux bien donner 2-3 précisions, notamment à notre collègue Tavel, qui a extrêmement bien lu le rapport et qui est en capacité de nous citer toutes les pages. Moi, je voudrais lui citer la page 66, dans laquelle nous avons les points de vue des uns et des autres sur la quasi-régie, et notamment celle des syndicats. Je pense qu'aujourd'hui, notamment dans l'énergie, mais ailleurs, la position des syndicats est quand même une position importante que nous devons considérer.
Donc la CFDT souligne que la séparation pose aussi la question du modèle économique de la future régie, notamment en raison de la vulnérabilité de l'hydroélectricité aux aléas climatiques. La Cour des comptes s'en inquiétait déjà dans son référé de 2022. Une quasi-régie qui serait dotée de son propre service de commercialisation serait plus exposée au risque de faible hydraulicité que ne l'est aujourd'hui EDF Hydro au sein du groupe EDF, lequel reste encore largement structuré autour de la complémentarité nucléaire-hydroélectricité, de sorte qu'elle devrait se doter d'une politique de couverture plus prudente pour écouler sa production. Cet inconvénient serait majoré si des évolutions climatiques et météorologiques défavorables affectaient l'hydraulicité de manière croissante, ce qu'on ne peut ne pas prévoir. Et puis la FNE-MECGT qui ajoutait qu'il faut également prendre en compte les projets de développement de la structure, projets à fort budget. Il est estimé que le coût moyen d'un mégawatt de puissance installée dans un aménagement hydraulique neuf est de l'ordre de 2,5 à 3 millions d'euros. Pour les grands projets tels que les STEP, dont on a besoin, et on l'a rappelé les uns et les autres, dont certains peuvent atteindre 600 millions d'euros, on atteint rapidement les sommes dépassant le milliard d'euros. Et si on considère que le résultat net d'EDF Hydro est de l'ordre de la moitié de ce milliard, le syndicat conclut que la nouvelle structure serait endettée très vite et sans capacité d'autofinancement dès sa création, donc non pérenne. Je crois que c'est quand même des arguments dont il faut prendre en compte aussi, parce que c'est ce que nous citions dans le... Je pourrais lire toute la suite, hein, mais puisque vous l'avez fait, monsieur le cher collègue, donc je vais m'arrêter là. Il y a aussi le syndicat Sud qui donne sa version, et c'est celle que vous donnez, donc je ne vais pas la rappeler, vous l'avez fait. Mais en tout cas, la question du volume d'eau à turbiner est absolument pas certain, et l'équilibre économique d'une activité unique telle que l'hydraulique dans une filiale qui n'est pas étanche peut aussi poser question sur l'avenir et sur le financement. Donc ça, c'était un premier point. D'une manière générale, je crois que l'ensemble des collègues, en tout cas une grande partie des collègues, adhèrent plutôt, ou j'ai envie de dire même la totalité de nos collègues adhèrent au combat qu'il y a à mener sur la directive concession et sa modification. Et c'est ce que nous nous engageons à faire avec mon collègue, mais chaque voix que vous pouvez nous apporter sera précieuse, et nous vous invitons évidemment à mobiliser vos collègues européens dans chacun des groupes pour nous aider à ça. Je suis désolée, Philippe me dit que c'est ce qu'il voulait dire. Et puis la dernière chose, c'est que vous avez, pour une large majorité aussi, vous êtes attentifs à la solution changement de régime, mais sur laquelle nous devons être extrêmement vigilants, et nous le serons, parce que je suis extrêmement attachée à notre outil hydroélectrique, et il ne faut évidemment pas qu'on prenne le moins de risques. Je laisse compléter mon collègue. Eh bien, Merci. Merci, Madame la Présidente. Excusez-moi, j'étais un peu rapide pour pas que nous perdions trop de temps. Oui. Eh bien non, l'hydroélectricité française n'est pas à brader. Nous en sommes convaincus avec Marie-Noëlle Battistel, et nous l'avons démontré avec ce rapport et la façon dont nous avons eu de mener la mission, et également avec l'ensemble des membres de la mission d'information. Et ça, nous l'avons vu lorsqu'il a fallu déposer la contribution au niveau de l'Europe, la Commission européenne, et la PPRE. Nous sommes convaincus qu'il faut préserver notre hydroélectricité et ses services d'intérêt général. Ils sont le fruit de notre histoire, ils sont le fruit de notre géographie et des efforts des générations qui nous ont précédés depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et comme vous l'avez signalé, Julien Brugerolles, collègue GDR, c'est une bataille politique de long terme, évidemment. Et il y a deux sujets sur lesquels je voudrais revenir pour mener cette bataille politique de long terme. La première, c'est rebondir maintenant sur les propos de Vincent Rolland, qui nous a dit qu'il ne faut pas échouer là où d'autres ont réussi. Et lorsque nous avons présenté la PPRE en commission des affaires européennes, nous nous sommes rendus compte que le paysage de l'hydroélectricité européen n'était pas le paysage idéal décrit par la Commission européenne, où s'exercerait une libre concurrence dans tous les pays. Il y a des spécificités. Si les autres les ont eues, pourquoi nous ne les aurions pas? Et ça, il faut savoir les défendre dans ce combat politique de long terme. Et deuxième chose, vous avez parlé également de prédateurs de l'hydroélectricité, il faut qu'ils se rendent compte que ce n'est pas uniquement être présent pour produire des électrons, c'est devoir subir des contraintes.
et que pour turbiner de l'eau, pour faire de l'hydroélectricité, il y a des niveaux. Lorsqu'ils ne sont pas là, on ne turbine pas. Et ces contraintes-là, pour un acteur économique, je ne suis pas sûr que ça se passe exactement de la même façon que lorsqu'on est sur un acteur national, des acteurs qui vivent de l'intérêt général. Donc ça, c'est véritablement important. Et puis, je terminerai par ce qu'a dit Marie-Noëlle Battistel, c'est-à-dire que ce combat à mener ensemble, eh bien, il se traduit déjà, il se concrétise aujourd'hui par le vote de ce rapport, et je vous invite tous à le voter le plus largement possible. Merci, Madame, Monsieur les rapporteurs. Merci aussi pour votre travail et merci aussi pour le travail des autres membres de cette mission d'information que je mets aux voix maintenant pour l'autorisation de publier ce rapport d'information. Donc, qui est pour publier ce rapport d'information? Qui est contre? Donc, il est autorisé pour la publication.